Et nous avons un invité sur ce plateau à la personne de Adama Moussa Guindo. Il est le président de la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte près la République du Mali au centre des échanges. La situation humanitaire du Mali a noté que l'ordre de Malte apportera dans les tout prochains jours une assistance humanitaire à notre pays. Pour plus de détails, écoutons le vicomte Guy de Richemont. Il est interrogé par Mohamed Diarra. C'était d'abord d'apporter notre soutien au président de la République après les événements que l'on connaît, lui assurer de notre soutien et lui dire que sur le plan humanitaire, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les populations qui étaient dans le besoin aujourd'hui. Nous faisons d'ailleurs d'ores et déjà, puisque notre action transport sanitaire est opérationnelle au Burkina Faso et se trouve dans les camps de réfugiés maliens où nous apportons nourriture, nous apportons médicaments et nous faisons le transport humanitaire entre leurs camps et les hôpitaux pour pouvoir les soigner. Nous, sur lequel on travaille le plus, c'est apporter de l'aide et soulagement avec eux. Nous avons apporté aussi au Mali certaines aides, notamment c'était l'année dernière en cours d'année à Diabali, où on a apporté des vivres, des médicaments, des couvertures pour cette population qui avait été complètement dévastée. Les femmes écrivaines d'Afrique étaient ce samedi les invitées à déjeuner de la première dame du Mali. Ce fut un moment de rencontre et d'échange autour de mets africains. Keïta Aminata Maïga a salué le courage de ses sœurs dans la résolution des conflits à travers leurs plumes. Les écrivaines ont par ailleurs reçu la visite du président de la République dont elles ont demandé le soutien pour la promotion des œuvres littéraires. On retrouve Mohamed Diarra. Les amoureuses de la plume dans la salle des banquets de Koulouba, c'était pour répondre à l'invitation de la première dame du Mali. Keïta Aminata Maïga a ainsi réuni pour la toute première fois dans l'histoire les femmes écrivaines d'Afrique. Une manière de magnifier les femmes en cette veille du 8 mars. Le Mali sort d'une crise, tout le monde le sait, mais nous savons aussi que dans presque beaucoup de pays, en tout cas de notre continent, nous sommes en crise. Et vous avez la plume. La plume est belle, la plume peut être dangereuse aussi parce que nous sommes dans des pays où la population est souvent analphabète et souvent nous traduisons, nous sommes des pays, en tout cas le Mali est un pays oral. Donc quelque part, vous avez cette lourde charge d'éducation. Moi je donne une importance très capitale à l'éducation, je pense que c'est la base de tout. Il faut que nos enfants puissent être éduqués, qu'ils puissent aller à l'école. Et souvent, c'est vouloir. Moi, je dis, quand on veut, on peut. Les femmes, d'une manière générale, jouent un rôle important dans la résolution des conflits. C'est conscient de cela que le président de la République est venu féliciter et encourager les écrivaines d'Afrique. Des points de main, il y en a eu et elles seront sans doute longtemps gravées dans la mémoire des uns et des autres. Les femmes africaines ont saisi l'occasion pour solliciter le soutien du couple présidentiel pour la promotion de leurs œuvres. Je voudrais d'abord la remercier pour la surprise qu'elle nous a faite, que le président a relevé encore en venant nous saluer. Et surtout, nous lui avons confié nos sœurs maliennes écrivaines en espérant que par son action, elle va soutenir leurs œuvres, elle va faire connaître leurs œuvres et surtout que nous allons faire circuler le livre des femmes africaines dans la sous-région Afrique de l'Ouest. D'habitude, nous savons que les fêtes de la femme, c'est surtout la fête, on danse, on mange et puis on se sépare. C'est vraiment la première fois qu'on a l'occasion de réfléchir sur la contribution de la femme dans la paix. Et nous pensons que le fait que la première dame nous ait accueillis à bras ouverts, vraiment de façon spontanée, c'est un exemple que le Mali donne pour l'Afrique de l'Ouest. Nous, en tant que femmes africaines, on attend d'elle qu'elle nous soutienne, qu'elle nous aide à promouvoir nos œuvres
qu'elle nous aide même à l'édition, au niveau de l'édition, si c'est possible. La première dame a reçu des exemplaires de certaines œuvres, un geste qui vise à inciter les cadres africains à s'intéresser davantage aux œuvres littéraires du continent. Une démarche qui a bien son sens car, comme le disait Nelson Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. À suivre au cours de ce journal, l'ouverture du colloque des femmes écrivaines d'Afrique sur la paix et la réconciliation. Les femmes et filles violentées pourront bientôt avoir recours à une ligne verte. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a annoncé la nouvelle au cours d'une rencontre avec la presse ce matin, occasion pour Sangaré Oumba de rappeler les objectifs de la Journée internationale de la femme, 21e édition. Le reportage de Ramata Kounati. Le ministre en charge de la promotion de la femme a rencontré la presse pour annoncer les couleurs de la journée du 8 mars consacrée à la femme dans le monde. Cette année, la célébration de la femme sera riche en activités. Le programme de la journée prévoit diverses activités, dont une projection de films pour rendre hommage aux femmes pionnières, le témoignage d'une jeune entrepreneur, le lancement du concours de recherche sur la vie des pionniers et des pionnières, un montage poétique. Autre activité marquant la célébration de la femme, le lancement de la ligne verte sur les violences faites aux femmes et les journées de réflexion sur les œuvres des femmes écrivaines de l'Afrique de l'Ouest. Les festivités commémoratives vont s'étendre sur tout le mois de mars. Compte tenu de la situation du Mali, les activités sont organisées autour du thème paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. Ici, l'accent est mis sur la place incontournable de ce groupe dans le processus de paix et de réconciliation. Au plan mondial, le thème 2014 est « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous ». Ce thème vise à souligner combien l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, la pleine jouissance de leurs droits humains et l'éradication de la pauvreté sont essentiels au développement économique et social. Il met également l'accent sur le rôle primordial des femmes en tant qu'agents du développement. Oui, le 8 mars qui est célébré demain donc. Place de la République, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Le diplomate chinois a informé le président de l'institution de la tenue prochaine d'un atelier qu'il entend organiser à l'intention des parlementaires maliens et qui sera suivi d'une visite en Chine. Le diplomate à sa sortie d'audience est au micro de Amadou Sankari. Je profite de cette occasion pour informer M. le Président de l'Assemblée nationale que nous allons organiser un séminaire pour les députés maliens qui va visiter en Chine, échanger des points de vue avec les collègues de notre Assemblée nationale et visiter les lieux qui intéressent les députés maliens. Le Mali est dans la phase qui peut concentrer toutes les ressources pour la reconstruction et qui peut obtenir une stabilité, hein, et ça c'est notre souhait. Le président du Haut Conseil des collectivités, lui, a reçu une délégation de WaterAid en mission dans notre pays. Au menu des échanges, partage d'expériences, opportunités de financement de projets dans les collectivités de notre pays. Le directeur international des programmes de WaterAid a sa sortie d'audience au micro de Fatoumata Kouni. The other thing was to share. On a aussi discuté des différents défis auxquels ils sont confrontés pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous voyons que, par exemple, seulement 64% des Maliens ont accès à l'eau et seulement 22% des Maliens ont accès à des services d'assainissement. Et ceci doit être amélioré. L'accès au financement, qui constitue un problème majeur. Nous savons que sans bon financement, sans financement adéquat, nous ne pourrons pas relever les défis. Nous avons également discuté de la coordination. Il faut qu'il y ait une bonne coordination entre les différents départements ministériels et entre les différents niveaux du gouvernement et des autres partenaires. On a également
discuter du problème de l'amélioration des capacités. Les capacités doivent être améliorées pour que nous puissions atteindre nos objectifs. On a besoin d'améliorer les capacités techniques. Il faut que les projets et les programmes soient techniquement viables, bien montés, bien mis en œuvre afin qu'on puisse assurer la durabilité. Good progress are still lying. Restons avec la délégation de WaterAid, avec ses partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ils se sont penchés sur le thème « L'eau et l'assainissement au Mali, de la crise à la couverture pour tous ». Les participants réfléchissent sur les voies et moyens permettant à une grande partie de nos populations d'accéder à l'eau potable en période de crise. Rachel Tessouki. L'accès à l'eau potable est un droit naturel pour tout individu. La pénurie de cet élément précieux entraîne de graves conséquences dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie du pays. C'est pour cette raison que WaterAid s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux de 82% d'accès à l'eau potable d'ici 2015. Nous intervenons déjà au nord à travers bien sûr les réhabilitations des points d'eau, mais aussi la réhabilitation d'infrastructures d'assainissement dans les milieux scolaires, dans les centres de santé, mais aussi dans les marchés. Nous avons fait des études pour identifier la vulnérabilité dans certaines communes, la vulnérabilité aux risques, que ce soit des risques d'inondation ou de sécheresse. Malgré la crise qui a secoué notre pays, WaterAid a toujours été présente aux côtés des populations pour que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ne soit pas un luxe pour elles. Nous avons travaillé avec la Société malienne du patrimoine de l'eau potable pour l'extension du réseau dans les zones périphériques, parce que suite à la crise, bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes déplacées et ça a augmenté la pression sur les ressources en eau au niveau de Bamako en l'occurrence. Donc dans les quartiers périphériques, nous avons travaillé à faire des branchements sociaux. WaterAid intervient dans 5 régions, à savoir Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao, plus le district de Bamako. Sa mission est de transformer des vies en améliorant l'accès à l'eau potable et l'hygiène dans les communautés les plus pauvres du monde. Bientôt, une nouvelle loi qui va mieux protéger les consommateurs maliens. Le projet de cette loi sera soumis à un atelier de validation avant sa transmission au secrétariat général du gouvernement. Le texte était au centre de la première réunion du Conseil national des prix au titre de 2014. Il a pour objet d'assurer l'information correcte du consommateur sur les biens et services qu'il acquiert ou utilise. Bourama Traoré, les détails. Première réunion du Conseil national des prix au titre de l'année 2014, des préoccupations réelles sur la table de discussion. En ligne de mire, la pénurie de gaz. Depuis quelques mois, les bouteilles de gaz deviennent de moins en moins visibles sur les marchés. Principale raison, le non-paiement par le Trésor des factures des importateurs de gaz. À la date d'aujourd'hui, le montant est supérieur à 2 milliards pour des opérateurs qui sont obligés d'aller acheter au comptant chez le fournisseur, venir vendre le produit et attendre 7 mois, 8 mois pour se faire payer. Le cheminement est très difficile à soutenir. L'État consent de gros efforts pour faciliter l'accès des populations à ces produits. Illustration, sur chaque bouteille de gaz de 6 kg par exemple, la subvention de l'État s'élève à 3 000 francs CFA, sans quoi la même quantité de gaz devrait coûter aux consommateurs 6 500 francs CFA. Du côté du département du commerce, les dispositions pratiques sont en cours pour trouver une solution définitive à cette situation. De quoi rassurer les opérateurs gaziers. Je pense que le ministre nous a rassurés. Il nous a demandé de lui adresser un courrier par rapport au montant de façon individuelle de toutes les sociétés, les montants qui sont au trésor et les montants qui sont au niveau de l'AMADA. Si ce n'est pas une première, c'est en tout cas une étape importante que vient de franchir le ministère du Commerce et les associations des consommateurs du Mali. Un projet de loi sur la protection des consommateurs. Le texte vise à assurer l'information claire du consommateur sur les biens et services qu'il acquiert ou utilise. Il fixe également les conditions et procédures relatives à la réparation des préjudices subis par le consommateur. Ce projet sera soumis à un atelier de validation avant que le débat ne s'engage dans le processus d'approbation gouvernementale. Dernier point évoqué à la réunion du Conseil national des prix, la situation des produits de large consommation tels le sucre. Constat, les différents marchés du pays sont bien approvisionnés et les prix restent stables. Nous souhaitons que ça continue ainsi, que le gouvernement fournisse
en collaboration avec les importateurs, pour qu'on continue toujours à ravitailler correctement le sucre. La consommation annuelle du Mali en sucre est estimée à 250 000 tonnes selon les statistiques du ministère du Commerce, une consommation qui dépasse largement la production nationale actuelle estimée à 55 000 tonnes. Le mercredi 5 mars au jeudi 6 mars, un incendie s'est produit au marché des Kola, communément appelé Worosougou. L'incendie a fait plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vies humaines. Cet après-midi, la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés et une équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali se sont rendus sur le site. La délégation est venue mesurer l'ampleur des dégâts et transmettre la solidarité du gouvernement aux victimes du drame. Fatoumata Kone, compte rendu. Dans la nuit du mercredi 5 mars, le marché de Kola a été pour la deuxième fois victime d'incendies qui continuent de consumer les lieux. Situation qui a marqué les esprits de tous les Maliens, surtout les commerçants de Worosougou. Catastrophe naturelle certes, mais à qui la faute? Pour le savoir, autorités et populations sont mobilisées pour dégager les responsabilités. C'est pourquoi depuis cet événement, le ministère en charge du commerce accompagné de ses démembrements n'a cessé de dépêcher des équipes sur le lieu des dégâts. En ce vendredi, la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali constatent une situation récurrente et propre à tous les marchés de Bamako. Problèmes d'engorgement du marché, branchements anarchiques sont sans nul doute à l'origine de ce sinistre. Le débat est ainsi lancé. Qui blâmer et que faut-il faire pour éviter de tels événements désastreux? Et je vous le disais tantôt, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Adama Moussa Guindo. Il est le président de la Commission nationale de lutte contre les incendies dans le marché. Bonsoir, monsieur Guindo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre 20h. Alors, la première question que j'ai en tête, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces incendies. Elle vient d'en citer quelques-uns, mais qu'est-ce qui est à l'origine selon vous? Je vous remercie. L'origine des incendies, les gens citent beaucoup le courant, l'électricité, mais les causes d'incendie sont nombreuses et diverses. Les premières causes, ce sont les feux nus ou feux ouverts, c'est-à-dire les charbons ardents, les mégots de cigarettes, les fournaises qui se trouvent au niveau des marchés, ceux qui font du thé, etc. La seconde cause, c'est effectivement les courts-circuits dus au branchement anarchique sur le réseau DDM. Voilà. Ensuite, bon, il y a aussi des cas d'indiscipline liés, n'est-ce pas, à l'utilisation abusive, n'est-ce pas, de certains articles comme les pétards, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la raison principale de la création d'une commission? Ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que un incendie de marché est très dommageable pour l'économie nationale. Vous savez, le marché, c'est un lieu où s'effectuent les échanges de biens entre les populations. L'artisan, il y vend ses marchandises, le cultivateur, il y vend ses produits, l'éleveur, il y vend ses produits, les commerçants qui importent, ils vendent leurs produits. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu hautement économique. Donc quand il brûle, c'est des centaines de milliers de nos francs qui s'en vont. Donc un incendie n'est jamais bien pour une économie. C'est ça la raison principale qui a amené les plus hautes autorités à l'époque à penser à créer une commission nationale de lutte contre les incendies. Alors, comment sensibiliser les citoyens, par exemple, sur la question des branchements anarchiques, M. Guindo? Avant d'arriver à la sensibilisation, permettez-moi de vous dire que cette commission, elle est pluridisciplinaire et elle est multisectorielle. Elle est composée des représentants de l'État, des représentants du secteur privé. En ce qui concerne l'État, il y a le ministère chargé de l'administration territoriale qui assure la tutelle des marchés, le ministère chargé du commerce dont les mandats sont les commerçants.
il y a le ministère chargé de la protection civile, des sapeurs-pompiers, il y a le ministère chargé de l'urbanisme, le ministère chargé de l'énergie, le ministère chargé de l'eau, le ministère chargé des domaines. Pour le secteur privé, il y a la chambre de commerce, il y a le CNPM, il y a les architectes, il y a les huissiers, il y a l'ACAVI, c'est une association d'installation électrique. Donc il y a, la commission est plurisectorielle. Maintenant, quant à votre question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez demandé. Oui. Bien. Comment sensibiliser les citoyens sur la question des branchements anarchiques? La sensibilisation est l'une des 11 mesures urgentes que nous avons envisagées à notre niveau. Ces 11 mesures feront l'objet d'une communication au gouvernement à travers notre ministre. Donc c'est tout un pan, c'est toute une stratégie de communication. Mais parmi ces mesures, je voudrais m'étendre surtout sur les mesures urgentes que nous souhaitons proposer. Il s'agit premièrement du désengorgement des voies d'accès à nos marchés. Prenez le cas le plus récent, le marché de Médine. Mais les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils n'ont pas pu accéder au foyer de l'incendie. Parce qu'il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas de circulation à l'intérieur de ce marché. Ni au marché rose, ni au marché d'Ibida, ni au marché de Médine. Ça, il faut constater là ça. Deuxième mesure que l'on veut prendre, c'est certainement la vérification des branchements électriques. Il faut que les branchements électriques dans les marchés se fassent dans les normes. Il faut que les marchés soient construits conformément aux normes. Les branchements électriques et les constructions des étals, des stands, des magasins, des boutiques, il faut les faire dans les normes. Troisième mesure urgente, il s'agit, vous savez, chaque fois qu'il y a un incendie, on commet un huissier, et puis il y a des notaires, on fait des enquêtes, et la catastrophe est estimée à des centaines de milliers, voire même des millions et des milliards. Au marché de Médine, ça avoisinait le milliard. Mais les commerçants ne sont pas assurés. La mairie doit assurer ses magasins, ses étals et ses boutiques. Ce n'est pas fait. Est-ce que la commission intervient pour le dédommagement des victimes d'incendies graves? C'est là où j'en viens. À chaque fois qu'il y a un incendie, les autorités viennent, évidemment, et c'est normal, c'est leur travail de tous les jours, on vient en aide aux sinistrés. On apporte une petite aide. Mais si les commerçants avaient souscrit à une police d'assurance, si la mairie avait assuré ses locaux, je pense que beaucoup serait fait dans ce cadre-là du dédommagement. Alors, M. Guno, rappelez-nous quelques missions et objectifs de votre commission. La mission fondamentale assignée à notre commission, c'est justement de réfléchir tout de suite aux mesures urgentes dont je viens d'entamer et de les proposer au gouvernement. Ça, on l'a déjà fait. Oui. Et la seconde mission fondamentale, c'est d'actualiser notre plan de lutte contre les incendies. Parce qu'au ministère du Commerce, il y a déjà un plan national de lutte contre les incendies. Il s'agit d'actualiser ce plan et ensuite de le proposer au gouvernement et à ses partenaires. Alors, M. Guino, une dernière question. Quel appel lancez-vous à la population pour que cessent ces incendies? L'appel que je lance, c'est le civisme. C'est faire sens du civisme. Vous savez, quand quelqu'un entre dans un marché, il se met à fumer, il jette le mégot. Il faut que la population se rende compte que cet acte à lui seul peut entraîner la perte de millions. Il peut entraîner un incendie. Ou le thé. Oui. Ou par exemple les galettes, les brochettes qu'on vend dans les marchés. Où vous oubliez d'éteindre votre fourneau, il y a un petit vent et pof, le dégât est vite arrivé. Ou alors, l'énergie, vous demandez à l'énergie de venir brancher son compteur. L'énergie vient brancher son compteur. Vous, ensuite, vous mettez des sous-compteurs de façon anarchique. Et à chaque fois, vous branchez d'autres petits objets et il y a un court-circuit que vous ne maîtrisez pas. Et ça se fait la nuit où il n'y a personne pour alerter les gens et le dégât est vite parti. Donc, l'appel que je lance à la population, c'est de veiller
à ce que les installations électriques obéissent aux normes, qu'on s'installe de façon disciplinée dans les marchés et qu'on laisse les voies de circulation et d'accès au marché. Même quand il y a un sinistre, il faut que les sapeurs-pompiers puissent intervenir et pour minimiser les dégâts. Et ensuite, ne pas jeter le feu ouvert un peu partout dans les marchés. Monsieur Guindo. Oui. Merci. Merci bien. Et je vous rappelle que Monsieur Guindo, c'est le président de la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés. Il était l'invité de ce journal. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a effectué une visite de 48 heures en 4e région. Objectif, s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux d'approvisionnement en électricité des localités rizicoles de San, Nyono et Markala. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Aloussé Touré et Djeli Marandiapati. Deux grands groupes d'une puissance de 1750 kW chacun, soit une capacité qui dépasse de loin les besoins de la ville de San. Le ministre a visité le chantier d'installation de ce matériel qui va booster l'économie locale. Cette installation qui est en cours permettra à la ville de San de tripler sa capacité de production. San est un enjeu pour nous parce qu'en plus de l'alimentation de la ville, nous avons une zone rizicole qui est alimentée aussi par des pompes dont le fonctionnement dépend de la disponibilité de l'électricité. Il y a un certain temps, il y avait des difficultés d'approvisionnement. L'association des agriculteurs avait beaucoup d'inquiétudes. Donc j'étais venu aussi me rassurer que leur contre-saison de cette année sera satisfaisante. Agnono, Pointa, Markala et Pelengana, il s'agit des installations pour l'interconnexion qui, à terme, va permettre à la zone rizicole de jouer pleinement son rôle de grenier du pays. La mise en service de ce poste va apporter beaucoup d'avantages pour la localité. D'abord, il y a l'augmentation du taux de desserte. Nous avons des localités comme Sansandeng, Massina, Douabou, Srebala, Dogofri, Kolongotumo, jusqu'à Djabali. Toutes ces localités sont prévues d'être accordées à partir de ce réseau. En plus de cela, ce poste permettra de réduire sensiblement le coût de production de l'énergie dans toute la zone. Ça incitera en plus de tout ça la venue des investisseurs privés. Les bénéficiaires mesurent toute l'importance de cet investissement. Je vois effectivement qu'à travers cette visite qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui tendent vraiment à nous faire oublier tous les grands problèmes qu'on avait eu dans le temps, dans les problèmes de l'électricité, surtout en période de sèche. C'est vrai, ce n'est pas facile, c'est des grands investissements, mais on voit vraiment que le pays est en train de mettre de gros efforts en réalité dans ce domaine. De passage, le ministre a rendu visite au service local de l'hydraulique et à l'association des maraîchers du San. Et nous venons de recevoir ce courrier de la présidence de la République, message du président de la République adressé aux femmes du Mali à l'occasion du 8 mars 2014. La communauté internationale célèbre ce 8 mars 2014 la 20e édition de la Journée internationale de la femme dont le thème cette année est paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. En cette heureuse occasion, je voudrais magnifier le combat héroïque des pionnières qui, aux côtés des pères de l'indépendance, se sont battus avec opiniâtreté pour la reconnaissance des droits élémentaires de la personne humaine. Par la même occasion, il me plaît de rendre un chaleureux et vibrant hommage aux Maliennes des campagnes et des villes pour leur contribution inestimable à l'effort du développement de notre pays. Au moment où notre pays émerge de la nuit noire de l'obscurantisme par la grâce de Dieu, de nos amis et de notre volonté inébranlable à défendre notre souveraineté, comment ne pas dire notre admiration face au combat de nos mœurs, sœurs, épouses et filles qui ont affronté parfois à main nue les hordes de barbares et de narcotrafiquants dont le seul dessein était de détruire notre pays. Comment ne pas saluer l'engagement et la mobilisation des millions de nos concitoyennes qui ont dans une très large mesure porté à bout de bras le processus électoral qui a consacré le retour définitif de notre pays au sein de la communauté internationale.
Comment ne pas féliciter toutes celles qui ont conquis la représentation nationale au terme d'élections régulières et ne pas encourager les autres qui s'apprêtent à participer aux prochaines joutes dans cette phase post-conflit où nos efforts individuels et collectifs doivent tendre à reconstruire le tissu national mis à mal? Je veux vous dire toute ma fierté de vous compter à nos côtés pour l'aboutissement des vastes chantiers que nous avons entamés. Enfin, je voudrais joindre ma voix à celles déjà très nombreuses au Mali, en Afrique et à travers le monde pour féliciter notre sœur, Madame Fadimata Touré, qui a reçu cette semaine même des mains de Madame Michelle Obama, première dame des États-Unis d'Amérique, le prix international des femmes du courage 2014. Bonne fête du 8 mars aux femmes du Mali, d'Afrique et du monde, signé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En 4e région, les travaux de la 4e rencontre entre l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et presse privée ont débuté ce matin à Ségou. Rôle et place des banques et établissements financiers dans la relance de l'économie malienne est un des thèmes de cette rencontre, dit Dougoufana Traoré. Deux thèmes sont au centre de cette 4e rencontre de l'APBF. Entendez-là, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali avec la presse privée. Le premier thème, rôle et place des banques et établissements financiers dans la relance de l'économie. Et le deuxième thème, quelle presse pour accompagner la relance de l'économie malienne. Les banques et établissements financiers du Mali sont conscients de l'état actuel de notre économie. C'est pourquoi toutes les opportunités sont bonnes pour relever les défis. L'APBF font beaucoup d'espoir sur les présentes assises pour véritablement concrétiser un cadre de dialogue et de partenariat dynamique et durable avec les organes de presse de notre pays pour assurer l'information, la sensibilisation et l'éducation financière des populations. La relance économique du Mali post-crise de 2012 s'inscrit parfaitement dans les préoccupations de la profession bancaire. L'accès du plus grand nombre d'entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries aux services bancaires et financiers, est un objectif réaliste et réalisable vers lequel nous devrons tendre. La presse. Oui, la presse sera aux côtés des banques et établissements financiers pour les accompagner dans l'atteinte de la relance de notre économie. La presse se félicite encore une fois du maintien de ce cadre de rencontre et d'échange et nous espérons que, comme par le passé, de nos rencontres sortiront des résolutions qui permettraient à la presse d'avoir plus de contacts avec les banques, d'avoir plus de relations. D'entrée de jeu, la capitale des Balazans s'est réjouie de la tenue de cette rencontre chez elle, car l'économie ségovienne a fortement été secouée lors de la crise de 2012 et 2013. Le secteur de la banque comme celui de la presse constituent dans cette lutte pour la relance économique des acteurs incontournables. C'est pourquoi je souhaite que de vos échanges puissent sortir des résolutions très fortes et à même de profiter à tous les acteurs de la vie socio-économique de notre pays. Cette 4e rencontre de l'APBF, qui regroupe une centaine de participants, dure 2 jours. Le ministre délégué chargé de la promotion de l'investissement et de l'initiative privée en séjour à Sikasso a rencontré les opérateurs économiques et visité certaines unités de transformation des produits locaux. Idrissa Goulou Sissoko était de la tournée. Le ministre délégué chargé de la promotion de l'investissement et de l'initiative privée a voulu échanger avec les opérateurs économiques de la région de Sikasso sur leurs préoccupations, coûts élevés des impôts et taxes, certification des produits, problèmes d'emballage ont été les problèmes évoqués. Le ministre a quant à lui invité les opérateurs économiques à aller vers l'industrialisation, créateur de richesses. C'est un constat d'une part de satisfaction de voir qu'on a du potentiel, un grand potentiel au Mali, d'une part. D'autre part aussi, je dirais un petit chagrin de voir que le potentiel n'est pas, on ne bénéficie pas beaucoup de potentiel. On peut savoir qu'aujourd'hui, le potentiel que nous avons, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille vraiment dans cette industrialisation-là. Et je pense que les compétences ne manquent pas. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a aucune raison
pour ne pas réussir. À l'usine de thé Farako, le ministre a été informé des difficultés que traverse cette unité et le redémarrage de l'unité demande un fonds de 100 millions de francs CFA. Les responsables de la société de production de semences améliorées Soprosa s'attellent à la production de semences de maïs hybride. Ensuite, l'unité de transformation de la noix d'acajou, l'entreprise de séchage de fruits et légumes et l'huilerie cotonnière de Sikasso ont accueilli le ministre. La politique gouvernementale tend vers une économie émergente. Et on veut aller vers le Mali émergent. On ne peut pas dire si c'est possible, c'est pas possible. On n'est pas dans cet esprit-là. Le président de la République n'a pas été élu pour dire si c'est possible ou pas possible. Il a été élu pour atteindre certains des objectifs bien précis et répondre aux attentes des Maliens. Donc il n'y a pas l'histoire de dire c'est possible. Il y a oui, on va le faire. On n'a pas le choix d'aller vers un Mali émergent. Là est notre objectif et c'est notre engagement. Auparavant, le ministre s'était rendu dans le vestibule pour échanger avec les notabilités de Sikasso. Retour à Bamako, visite de courtoisie à l'hôpital du Mali du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Agrissa, à un agent des eaux et forêts. L'agent a été victime d'une agression de la part des bergers à Djankon, un village dans le cercle de Bafoulabé. Lamine Keita a suivi la visite. L'agression de Hadi Diarra a eu lieu le dimanche 2 mars 2014 à Djankon, un village du cercle de Bafoulabé. L'agent a reçu plusieurs coups de machette à la poitrine et au bras gauche, le blessant grièvement. Il a voulu empêcher les bergers de couper des arbres de façon abusive. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement s'est rendu ce matin à son chevet pour lui exprimer le soutien du département tout en dénonçant une agression de trop. La situation aujourd'hui devient insupportable. On ne peut plus continuer à assister à des agents tués, blessés, tailladés par des braconniers, des malfaiteurs, pour la simple raison qu'ils veulent faire leur mission de préservation de nos ressources naturelles. C'est ça leur mission, c'est un sacerdoce pour nous. Et si ça doit leur coûter la vie, pour diverses raisons, dont la première, à mon sens, c'est le sous-équipement du personnel des eaux et forêts. C'est une question essentielle pour notre département. Et ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le deuxième. Quant au secrétaire général du syndicat national de la production, il exprime son indignation et souhaite que des mesures soient prises. Je suis indigné, nous sommes indignés face à l'agression sauvage par des gens sans foi de l'agent Hadi Diarra. L'administration et nos syndicats, représentants des travailleurs, interpellés par la nécessité de prendre des mesures pour combler un vide juridique. Il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire pour prendre en charge les fonctionnaires victimes d'accidents de travail. C'est le 6e cas d'agression dont sont victimes les agents des eaux et forêts, avec un cas de mort depuis le début de l'année. Le syndicat a remis une enveloppe symbolique aux blessés dont les jours ne sont pas en danger. L'organisation du 12e congrès de l'UNTM devant aboutir au renouvellement de son bureau exécutif fait débat au sein de cette centrale syndicale. Les membres de cette commission ont rencontré la presse ce matin à la Bourse du Travail. Les détails, c'est avec Daouda Sidiki Diarra. Pour informer l'opinion publique sur la situation que vit cette centrale syndicale et l'évolution des préparatifs du prochain congrès, 9 syndicats de l'UNTM sur 13 ont rencontré la presse. Le mandat du bureau exécutif national actuel qu'il dirige a pris fin depuis août 2011. Ainsi, l'ensemble des membres de l'Union nationale des travailleurs du Mali, dans un sursaut de patriotisme, ont accepté le sacrifice d'attendre un climat apaisé suite aux événements sociopolitiques de mars 2012, avant d'exiger la fin de l'illégalité du bureau actuel à travers l'organisation d'un congrès. C'est dans ce contexte que le Conseil central, instance statutaire supérieure au bureau exécutif et dirigeant les activités entre deux congrès, a pris comme résolution ferme entre autres l'organisation irrémédiable du 12e congrès à la date du 15 mars 2014. 20 jours après la résolution du Conseil central du 21 janvier dernier, la commission selon Tidjani Diallo a dû entamer ses travaux le 14 février 2014, cela après avoir vainement attendu un signal du bureau exécutif. L'Union nationale des travailleurs du Mali a pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, le renforcement de la solidarité entre les travailleurs, la sauvegarde de la paix à tous les niveaux.
Sur un tout autre plan, le département de la culture reste mobilisé pour la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé lors de la crise. C'est dans ce cadre qu'il a lancé ce matin le projet d'inventaire du patrimoine culturel immatériel du Mali en vue de sa sauvegarde. La mise en œuvre de ce projet, cofinancé avec l'UNESCO, va durer 2 ans. Le reportage de Cheikh Oumar Sangari. La communauté internationale, à travers l'UNESCO, avait promis d'aider le Mali au moment où les narcotrafiquants se livraient à la destruction systématique de nos patrimoines culturels au nord du pays. La phase pratique de cet appui débute avec le lancement de ce projet d'inventaire du patrimoine culturel immatériel du Mali en vue de sa sauvegarde urgente. Un projet cofinancé par le gouvernement du Mali et son partenaire UNESCO. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit donc dans le contexte global des actions engagées par le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers pour la réhabilitation du patrimoine endommagé dans les régions du nord du Mali. La mise en œuvre de ce projet vise certains objectifs, parmi lesquels la contribution à la sauvegarde du patrimoine immatériel, l'identification et la classification des éléments du patrimoine et le renforcement des capacités des parties prenantes sur le patrimoine immatériel. Ce projet résulte de l'attachement du Mali à ses biens culturels immatériels. C'est la première fois qu'un tel cas d'octroi d'une assistance internationale d'urgence est fait dans le monde entier. Et si cela est au Mali, c'est parce que ce patrimoine culturel est si important. Et dans le contexte de reconstruction de votre pays, Monsieur le ministre, je suis heureux de souligner que vous avez eu raison de mettre cette action parmi les priorités de votre département ministériel. Cette cérémonie de lancement a été jumelée à la célébration de l'inscription des pratiques et savoirs liés à l'IMSAD des communautés Touareg du Mali, du Niger et de l'Algérie sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'IMSAD est un violon joué par les femmes Touareg. Allez, du sport football, compétition africaine des clubs. L'AS Real joue demain samedi son match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions contre Enyimba du Nigeria. Victorieux à l'aller 2-1, l'AS Real de Bamako est bien parti pour se qualifier. Cependant, Al Jouatina nous dit que la prudence doit être de mise chez les Scorpions de Bamako qui se sont entraînés au stade du 26 mars. Oublier la rencontre de l'aller au Nigeria et considérer celle de ce samedi comme le match de la survie. C'est le discours que tient l'entraîneur de l'AS Real à l'endroit de ses protégés. Pour nous, Djane, il n'y a pas lieu de faire de la fanfaronnade, car la victoire 2-1 chez Enyimba. C'est un match de football, je pense qu'il faut oublier le match aller. Je pense que dans ce genre d'exercice, je pense qu'on ne peut pas se permettre de se dire voilà, que nous avons gagné au match aller. Je pense que le plus important, c'est de tout faire quand même pour se qualifier à Bamako. Et ça passe forcément par un bon match, par un match où soit on gagne ou soit on ne perd pas. Voilà. Donc il faut oublier le match aller. Les Scorpions savent que l'éléphant du peuple, autrement dit Enyimba, aura à cœur de prendre sa revanche. Il faudra alors se mettre à l'abri de toute pression, pouvant permettre aux joueurs de donner la quintessence de leur football. C'est souvent compliqué après tout ce qui se passe autour de l'équipe. Et vous comprenez, aujourd'hui j'ai préféré m'entraîner ici, m'entraîner au 26 mars parce que réellement, et par rapport à l'environnement, c'est souvent difficile. Et le jour du match aussi, il y a une pression énorme, quoi. On va rester toujours concentré pour pouvoir faire un bon résultat ici, quoi. On est très conscient de ça. Bon, ils vont venir jouer de tout pour le tout. Ils vont tout donner parce qu'ils doivent gagner ici, ils doivent marquer 2 buts en plus. Quant à nous, on va suivre les consignes du coach. On a besoin du public parce que là, comme vous le voyez, on est déjà en faveur. Donc ici, on a besoin de notre supporter pour nous galvaniser encore et pour avoir la qualification. Le moins ce qu'on puisse dire, c'est que l'AS Real est au grand complet et n'a d'autres ambitions pour le moment, si ce n'est de franchir le cap de ce samedi contre Enyimba du Nigeria. Bonne chance à l'AS Real. L'amphithéâtre de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako abrite depuis ce matin les travaux du premier colloque sur la littérature féminine. Le dit colloque se veut une journée de réflexion sur les œuvres des femmes écrivaines de l'Afrique de l'Ouest. Nando Damele, compte rendu.
Elles sont du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et bien sûr du Mali à prendre part à ce premier colloque sur la littérature féminine. Colloque qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Ce colloque international sur la littérature féminine est une grande première au Mali pour commémorer la Journée internationale des femmes, tenue chaque année le 8 mars. Au-delà de l'hommage rendu à la femme en général, il s'agit de célébrer les femmes écrivaines en particulier. Cette cérémonie se tient à la veille du 8 mars, que nous allons tous et toutes célébrer demain. C'est la Journée internationale de la femme. Le thème du colloque, contribution des écrivaines dans la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest, cadre parfaitement avec celui de cette 20e édition de la Journée internationale de la femme, à savoir paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. Oui, de paix et de réconciliation, il en faut pour le Mali, notre pays qui revient de si loin. Le Mali a besoin de paix pour enclencher le processus de développement économique et culturel qui avait connu un coup d'arrêt. De réconciliation, il en faut au tissu social malien afin de renouer avec notre convivialité d'antan. Qui d'autre, mieux que les femmes, pourrait relever le défi de remettre le Mali, notre pays, en selle? Les 2 jours de colloque seront marqués par des communications comme le Comité international des femmes écrivaines et les violences faites aux femmes pour une culture de la lecture en famille au Mali, rôle des femmes au Mali. Il est prévu également des expositions vente de livres produits par des femmes. Et avant d'ouvrir notre dossier du 8 mars, je vous relis ce message du président de la République adressé aux femmes du Mali à l'occasion donc du 8 mars 2014. La communauté internationale célèbre ce 8 mars 2014 la 20e édition de la Journée internationale de la femme, dont le thème cette année est paix et réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. En cette heureuse occasion, je voudrais magnifier le combat héroïque des pionnières qui, aux côtés des pères de l'indépendance, se sont battus avec opiniâtreté pour la reconnaissance des droits élémentaires de la personne humaine. Par la même occasion, il me plaît de rendre un chaleureux et vibrant hommage aux Maliennes des campagnes et des villes pour leur contribution inestimable à l'effort de développement de notre pays. Au moment où notre pays émerge de la nuit noire de l'obscurantisme par la grâce de Dieu, de nos amis et de notre volonté inébranlable à défendre notre souveraineté, comment ne pas dire notre admiration face au combat de nos mères, sœurs, épouses et filles qui ont affronté parfois à main nue les hordes de barbares et de narcotrafiquants dont le seul dessein était de détruire notre pays. Comment ne pas saluer l'engagement et la mobilisation des millions de nos concitoyennes qui ont dans une très large mesure porté à bout de bras le processus électoral qui a consacré le retour définitif de notre pays au sein de la communauté internationale. Comment ne pas féliciter toutes celles qui ont conquis la représentation nationale au terme d'élections régulières et ne pas encourager les autres qui s'apprêtent à participer aux prochaines joutes. Dans cette phase post-conflit où nos efforts individuels et collectifs doivent tendre à reconstruire le tissu national mis à mal, je veux vous dire toute ma fierté de vous compter à nos côtés pour l'aboutissement des vastes chantiers que nous avons entamés. Enfin, je voudrais joindre ma voix à celles déjà très nombreuses au Mali, en Afrique et à travers le monde pour féliciter notre sœur Madame Fatoumata Touré qui a reçu cette semaine même des mains de Madame Michelle Obama, première dame des États-Unis d'Amérique, le prix international des femmes de courage 2014. Bonne fête du 8 mars aux femmes du Mali, d'Afrique et du monde, signé le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.
À présent, notre dossier consacré donc au 8 mars, direction l'École nationale d'ingénieurs ENI. Avant la création de l'ENI en 1965, il y avait l'École des travaux publics, ETP. L'ETP a vu le jour en 1950 en remplacement de l'École technique supérieure de l'AOF créée en 1937. Voilà donc un établissement plus que cinquantenaire qui a subi plusieurs mutations. Paradoxalement, c'est seulement en 1977 que les femmes ont accédé à cette école. Leur promotion, la première des femmes ingénieurs sorties en 1981, comprend Mme Maïga Fatoumata Sorona, conseillère en environnement à l'OMS, Mme Gakou Salamata Fofana, ancienne ministre sous la Troisième République, et Mme Traoré Fanta Kenem, inspecteur au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Elles ont réalisé un succès éclatant après de brillantes études, des femmes modèles que nous présente Lamine Tchekoura Koulibaly. Voici une de leurs photos de groupe. Fatoumata Sorona, Salamata Fofana et Fanta Kenem posent ici juste après que le jury les a déclarées admises à l'examen de sortie de l'École nationale d'ingénieurs, option génie civil, promotion 1981. Elles y étaient entrées en 1977, après l'obtention du baccalauréat en série sciences exactes. À notre sortie, ce qu'on nous a dit depuis 1939, nous étions la première promotion des femmes qui ont vraiment accédé à l'ENI. Même les étrangers, il n'y a pas eu de femmes. Nous en sommes fiers parce que nous ne sommes pas partis du Mali. Nous avons fait toutes nos formations au niveau national. En ce moment, il y avait quand même la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discrimination positive en rapport à ces filles? Non, pas du tout. Aucune discrimination. Parce que ici, ce qui était sûr, où elles passent, où elles sont exclues. Après elles, d'ailleurs, leur promotion, il y a d'autres qui sont venus et qui ont été exclus de l'école. C'est-à-dire, dans cette école, il n'y a pas de discrimination de quelque nature que ce soit, ni sur la nationalité, ni sur le genre. Non, cela n'existe pas. Parce que les études d'ingénieur, vous le savez, ce sont des études extrêmement délicates. Nos pionnières ont entre 24 et 25 ans. Certaines sont déjà mariées et mères depuis leur deuxième année d'études. Nous sommes mariés assez jeunes. On n'a pas attendu la fin de nos études pour nous marier. Et donc la deuxième année, on a eu des enfants. Le rythme scolaire était très dur parce que tous les matins, il fallait être en classe à 7 heures, descendre à 13 heures. Et de 15 heures, souvent quand on avait des TP, c'était jusqu'à 19h, 19h30. Notre chance a été aussi qu'il y avait nos beaux-parents qui nous ont beaucoup assistés avec nos parents. Donc les enfants restaient un peu avec les parents. Et ça a été notre chance, quoi. Voir des femmes poursuivre leurs études supérieures à l'École nationale d'ingénieurs était perçu dans leur entourage comme un acte presque suicidaire. Beaucoup parmi leurs camarades étaient loin de partager leur enthousiasme et persuadés que leur audace serait tôt ou tard vouée à l'échec. Ce n'est pas une difficulté d'ordre pédagogique, mais d'ordre socioculturel. Parce que si on se laissait par la société, notre culture, chaque fois on te pose la question, pourquoi tu vas faire ça? C'est pas un métier de femme, c'est uniquement pour les hommes. Voilà, tous ces travaux-là, c'est pas fait pour une femme. Et j'avoue que les difficultés rencontrées ont été des sources de motivation pour nous. Il y a beaucoup qui disaient, ah bon, les filles sont à l'ENI ici, on va voir comment ça va se passer. Et je peux dire que même dans les cours de topographie ou dans les cours de pratique sur le terrain, on était quand même les premiers. Bien que les gens se moquaient de nous, on était les premiers à vouloir aller sur le terrain. Et je me rappelle qu'il y a eu le chantier de l'ENA, l'ex-ENA actuel là. On était là lorsqu'on a voulu monter sur le toit pour pouvoir superviser les travaux. Ils nous disaient non, vous n'allez pas pouvoir monter à l'échelle. Et on a grimpé à l'échelle, on était tous en haut. Et l'ambiance était vraiment bonne sur le plan études et les garçons et tout. Bien qu'ils se moquaient de nous, on faisait avec beaucoup d'enthousiasme. Depuis 1981, l'ENI a formé 175 femmes ingénieurs. Cette année 2014, elles sont 34 étudiantes en fin de cycle,
contre 349 hommes, soit 11%. Promotion, pas promotion, je pense qu'il revient aux femmes vraiment de mériter vraiment ce qu'on leur donne. Souvent, quand moi j'entends les femmes dire bon, il faut tant de quotas, ceci, cela. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec les hommes. Il faut s'affirmer pour dire que bon, je peux prétendre à ça ou ça. Et c'est pas parce qu'on est femme qu'il faut forcément qu'on nous donne vraiment des postes de responsabilité. Si vraiment on n'est pas en mesure de le faire, moi, vraiment personnellement, je n'ai rien contre. Hein. Je me demande, il faut s'affirmer d'abord pour mériter ce que l'on te donne. Fatoumata Sogona, Salamata Fofana et Fanta Kenem ont donc ouvert la brèche. Et comme dit l'adage, c'est le premier pas qui coûte. Elles ont osé les premiers pas, convaincues que leurs sœurs, leurs filles aujourd'hui et demain leurs petites filles suivront et dans le bon sens. Mesdames les ingénieurs, félicitations d'avoir été et d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, on ne cessera de lui dire hommage à vous les femmes et bonne fête. Et le ministre délégué en charge des affaires religieuses du culte communique. Le Mali vient de perdre un de ses illustres fils, la personne de El Hadj Youssouf Diaby, président de la Ligue des imams du Mali. Le natif de Wologela, à Yélimane, a été chroniqueur de l'émission L'Islam à la radio du vendredi matin en Soninké depuis 1977. Il est l'un des tout premiers fondateurs de Médersa au Mali. El Hadj Youssouf Diaby s'est éteint hier jeudi 6 mars 2014 à l'âge de 92 ans à Badalabougou, Bamako. À cette occasion, le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement saluent sa mémoire et présentent à la communauté musulmane et particulièrement à la Ligue des imams du Mali leurs condoléances attristées, puisse Allah l'accueillir dans son paradis. Amen. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.